La prochaine conférencière, c'est Véronique Laflamme, elle est porte-parole du FRAPRU, qu'on connaît tous, le Front populaire en réaménagement urbain. Le FRAPRU considère le logement comme un droit fondamental, un bien essentiel auquel tous et toutes devraient avoir pleinement accès. Ce droit individuel et collectif doit primer sur le droit de propriété. La réaction du FRAPRU à la stratégie québécoise en habitation présentée cet été par la ministre France-Hélène Duranceau, je cite, « La montagne a accouché d'une souris ». Voici Véronique Laflamme. Bonjour tout le monde. Donc, le logement est un facteur de vulnérabilité face aux crises. Je pense que les différentes interventions de ce matin l'ont très bien exposé. La crise sanitaire nous l'a rappelé et là, on pensait à partir de là que plus jamais on oublierait à quel point les personnes les plus vulnérables sont les premières touchées quand il y a des crises et que peut-être on allait s'intéresser au mal logement, à l'insalubrité, au taux de surpeuplement des logements qui est en hausse et au fait que de si nombreuses personnes consacraient une part disproportionnée de leurs revenus pour se loger. Et non, après les reportages durant la crise sanitaire exposant les situations dramatiques, on a oublié et a fallu attendre quelques années avant qu'on s'intéresse à la crise du logement. Je vais y revenir. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler plus précisément de cette crise du logement. Le sujet, finalement, a été bien amorcé déjà ce matin. Donc, actuellement, il y a deux crises majeures auxquelles on fait face. En fait, il y a une crise majeure, deux. Il y a la crise du logement et il y a la crise de l'itinérance. Ce sont deux crises en soi et on pense qu'il ne faut pas invisibiliser non plus la crise de l'itinérance, mais on a eu une intervention terrain très limpide sur le sujet ce matin. La crise du logement, on a commencé à en parler comme étant une crise de rareté. Et au FRAPRU, on trouve important de rappeler que c'est maintenant d'abord et avant tout une crise d'inabordabilité, avant même la pénurie extrême dans laquelle on se trouve maintenant depuis 2018, grosso modo, dans le cas des plus grandes villes. Il y avait une situation préexistante avec un nombre effarant de ménages locataires qui, mois après mois, n'arrivaient pas à payer le loyer. On a des données, vous le savez, le FRAPRU, à chaque recensement, on fait un dossier noir sur le logement et la pauvreté. La situation était déjà connue. La spéculation immobilière, déjà avant la pénurie qui a débuté dans le cas de Montréal en 2018, faisait des ravages dans les quartiers. On a vu déjà les évictions frauduleuses, les rénovictions à Gatineau, Québec, Montréal. C'était connu, des comités logements, les tactiques frauduleuses utilisées pour augmenter les prix, chasser les locataires payant des loyers plus bas. Donc, cette crise-là, elle a commencé à faire parler d'elle quand les taux d'inoccupation ont commencé à baisser. Je ne vous ai pas mis de statistiques. On va avoir juste un petit tableau là, dans quelques instants sur les différentes statistiques. Mais au moment où on se parle, les taux d'inoccupation ont recommencé à monter et même si partout au Québec, on a rarement eu une pénurie aussi généralisée, ce qui nous inquiète plus particulièrement aujourd'hui, puis dans le cadre de ce symposium-là, c'est la composante inabordabilité, le fait qu'on assiste à un effritement majeur du parc de logements locatifs encore abordable et il y a une explosion du coût des loyers. Depuis 2018, on a une augmentation au Québec de 47 % du loyer moyen. Dans certaines villes comme Gatineau, c'est 70 %. Donc, vraiment, un loyer moyen qui est en hausse partout et auquel contribuent notamment les constructions neuves et la hausse majeure du coût du logement au changement de locataire. On y reviendra aussi. Quelques chiffres qui vont peut-être apparaître à l'écran. C'est pour vous donner une idée, je sais que vous aimez ça des fois selon votre ville, voir le loyer moyen en 2018, c'était quoi aujourd'hui, le taux d'inoccupation. Donc, pour les gens qui veulent des statistiques, bon, là, je pense que vous ne verrez rien finalement, mais bon, on peut voir, en fait, en gros, que les taux d'inoccupation demeurent très bas au Québec. L'an passé, en fait, dans toutes les villes du Québec, le taux d'inoccupation était sous le seuil dit d'équilibre du marché de 3 %. Et malgré une légère remontée, cette année, le dernier rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement est très clair sur l'effet des constructions neuves, finalement, sur l'explosion. En une seule année, finalement, c'est pour le Québec une hausse de près de 10 % du loyer moyen. Donc,
Georges en a parlé ce matin, et là c'est drôle, on avait sans être parlé pratiquement la même chose. Georges a dit lors du panel, le logement social n'est pas là quand les gens en ont besoin. Et c'est important de rappeler à quel point le manque de logements sociaux, l'insuffisance du filet social en matière de logement contribue à la crise. Déjà en 2016, le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU, dans son rapport sur les droits au Canada et au Québec, le disait clairement, il y a une pénurie de logements sociaux. En 2016, le Comité sur les desks de l'ONU le disait au Canada et au Québec. La situation est connue. Ça date, c'est pas d'hier, hein, le fédéral, après avoir contribué à un boom en 20 ans dans la construction de logements sociaux sous différentes formes. Je vais faire une petite aparté tout à l'heure sur la définition de logement social, et là, je veux dire beaucoup de mots dans mon 20 minutes. Mais le fédéral, après avoir fait passer de 0,5 à pratiquement 10 la part du logement social sur le parc locatif, grâce à des investissements soutenus pendant 20 ans, s'est retiré en 1994, une décision du gouvernement conservateur de Brian Mulroney. Et ce retrait-là, finalement, nous a privés, on peut dire, de plus de 85 000 logements sociaux au Québec. Si le fédéral avait gardé le même niveau d'investissement, on aurait 85 000 logements sociaux de plus aujourd'hui. Le Québec a pris le relais, mais avec, disons, des investissements beaucoup plus moins ambitieux et surtout des investissements aléatoires pendant 25 ans, donc où il a fallu attendre année après année, budget après budget, pour savoir les investissements qu'il y aurait dans le logement social. Donc, je vous ai mis un petit graphique aussi sur le sujet qui permet de voir à quel point les investissements dans le logement social sont pas prévisibles. Une petite courbe, là, je ne sais pas si elle va apparaître, non? Ben, c'est pas moi qui ai le contrôle, j'ai décidé de ne pas contrôler le PowerPoint, sinon ça ralentirait la présentation. Ben, en tout cas, vous allez le voir apparaître. Pour l'instant, c'est le loyer moyen et le taux d'inoccupation au Québec, là, pour les férus de chiffres là, sur la situation du logement locatif. Vous allez avoir des données. Mais en fait, ce qu'on voit là, ce qu'on va voir apparaître sous peu, c'est le fait que, en fait, depuis que le Québec a instauré son propre programme de logement social et communautaire en 1997, suite à la mobilisation populaire, il faut le dire, à laquelle a pris part le FRAPRU, bien, on a eu très peu de prévisibilité. Les premières annonces, avec la création du programme Accès Logis sous le Parti québécois, il y a eu 2 années où on a eu des annonces de 6 500 logements sociaux pour les années à venir, mais suite à cela, finalement, les investissements étaient toujours annoncés budget après budget, donc il n'y avait pas finalement de prévisibilité. On va reparler du gouvernement du Québec tout à l'heure, mais ça permet de voir là, sur les 25 dernières années, finalement, les annonces budgétaires au niveau du logement social et communautaire. La courbe en pointillé, bien, c'est le logement social et abordable, hein, parce qu'avec les anciens programmes, on était sûr que c'était du logement sans but lucratif, sous forme de coopératives, d'organismes sans but lucratif d'habitation ou de logements détenus par les offices d'habitation. Ce qui s'appelle du logement social selon nous, c'est-à-dire c'est une tenure sociale, la propriété est collective sans but lucratif versus le logement abordable pour lequel la définition est beaucoup plus élastique. Et puisqu'on en a parlé beaucoup ce matin, je vais dire un mot sur l'abordabilité. Un logement abordable, qu'est-ce que c'est? Quand on regarde les définitions notamment de la SCHL, on ne devrait pas consacrer plus de 30 % de son revenu au loyer pour que notre logement soit abordable. Mais quand les gouvernements et les villes nous parlent de logement abordable, qu'est-ce que ça veut dire? On ne le sait pas vraiment. Ça dépend du programme. Et je vais en parler dans le cas du fédéral et je vais revenir dans le cas du Québec, mais il n'y a pas de garantie parce qu'on nous dit du logement abordable que le logement est réellement abordable au regard de la capacité de payer des ménages locataires. Alors, c'est pour ça que nous, on a des mises en garde importantes sur la généralisation de l'utilisation du terme abordable qui est venu d'abord du fédéral parce qu'on n'a aucune garantie que ça va répondre à toutes ces personnes vulnérables dont on parle aujourd'hui, à moins que le programme auquel on se rattache quand on parle d'abordabilité ait une définition qui soit adéquate. Ce qui n'est généralement pas le cas, on va y revenir aussi. Alors, on rentre au cœur de cette présentation sur les réponses gouvernementales et les non-réponses. On m'a dit que je peux aussi vous parler des non-réponses à la crise du logement. Ottawa, d'abord, il faut dire que la situation du logement locatif et la crise de l'itinérance étaient déjà bien implantées dans plusieurs grandes villes canadiennes avant 2018.
Donc, le gouvernement libéral a annoncé en 2017 une stratégie fédérale sur le logement. C'était une demande qui était portée depuis très longtemps par, entre autres, la société civile dans le reste du Canada, une demande que le FRAPRU a appuyée également, d'avoir une stratégie canadienne sur le droit au logement. Cette annonce-là, lors de l'annonce de la stratégie, on a quand même annoncé une volonté de baser la stratégie puis les interventions gouvernementales sur la reconnaissance du droit au logement, ce qui était quand même une première. Et ça a été présenté comme un plan d'investissement qui visait à permettre à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez soi. Et on voulait diminuer le nombre de ménages locataires ayant des besoins impérieux de logement. Force est de constater que la situation ne s'est pas améliorée depuis 2017. Je vais vous dire pourquoi, à mon avis. Et la stratégie qui était présentée au départ comme une stratégie de 72 milliards est chiffrée aujourd'hui à 115 milliards sur 10 ans. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ça inclut là, les contributions des autres paliers de gouvernement quand le gouvernement fédéral fait ses calculs cependant. Mais quand même, il y a beaucoup d'argent, on va y revenir. C'est important pour relativiser les choix qui ont été faits, de se rappeler à quel point là, c'est des sommes importantes qui ont été prévues. Donc, que comportait la stratégie en 2017? D'abord, une annonce au niveau de l'allocation canadienne sur le logement. Plus tard, il y a eu un versement là, unique de 500 $ de cette allocation-là, mais dès le départ, la stratégie canadienne prévoyait une allocation canadienne sur le logement. Au final, cette allocation-là, elle a passé par des ententes avec les provinces. Donc, je vais revenir là, sur ces effets quand je vais vous parler de l'allocation québécoise sur le logement. Ensuite, les principaux programmes qui ont découlé de la stratégie fédérale sur le logement, c'était des programmes qui visaient principalement à encourager la construction. C'est bien de s'en rappeler, hein, parce que là, maintenant, tout le monde nous dit « Ah, il faut encourager la construction, construire », et là, on entend des élus au fédéral nous dire ça, mais c'est ce qu'on a fait avec la stratégie fédérale depuis 2017. Des programmes, dans le fond, qui nous parlaient de logements abordables. Donc, un fonds de co-investissement qui s'appelle maintenant l'Initiative de logement abordable et une initiative de financement du logement locatif qui s'appelle maintenant le programme de prêt à la construction. Les deux ont des définitions d'abordabilité là, qui sont différentes. Un qui considère comme abordable un logement qui correspond à 30 % du revenu de l'ensemble des ménages, propriétaires et locataires. C'est ce fameux programme là, qui a fait des grands titres là, avec des logements à 2 000 $ dans la région de Montréal, par exemple, financés par le fédéral et qui finissent par avoir une influence sur les autres paliers de gouvernement qui vont être forcés de de compter ces logements-là dans leur logement abordable. Donc, il n'y avait aucun fonds destiné ou réservé pour du logement social sans but lucratif. C'est venu plus tard avec la pandémie. Je n'élabore pas sur le fédéral. Si c'est un sujet qui vous passionne, on en parlera durant la période de questions sur ce qui était dans la stratégie fédérale. Mais en 2020, avec la pandémie, on a annoncé pour la première fois un programme réservé pratiquement aux personnes les plus vulnérables, qui était l'initiative de création rapide de logements, qui a été saluée. Nous, on s'est réjouis. C'était un programme qui finançait 100 % des coûts de réalisation et qui allait permettre finalement à des logements de se réaliser rapidement. Au Québec, bien, ça a été utilisé majoritairement pour financer des projets déjà prévus, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, il a fallu attendre à la mise à jour économique de 2023 pour que des sommes soient réservées au secteur sans but lucratif. Si on regarde là, la dernière année, il y a eu quelques annonces, malheureusement, qui n'auront peut-être pas encore le temps de donner des résultats, mais on a pour la première fois, là c'est une petite avancée, des fonds donc, qui sont réservés dans le fonds pour le logement abordable au secteur sans but lucratif et aux personnes plus vulnérables. Il y a aussi un programme coop fédéral. Donc, on a là 4 milliards pour les prochaines années de montants qui sont réservés pour le logement social sans but lucratif. 4 milliards, ce n'est pas beaucoup sur le nombre de milliards qui sont prévus pour la construction. Donc, il y a un bon coup dans la stratégie fédérale. Dès le départ, il y a eu une préoccupation pour enfin, dans le fond, prévoir des investissements pour la protection des logements sociaux existants, ce qui était une lacune majeure et qui a mené, entre autres, au pitoyable état dans lequel se trouvent notamment certaines habitations à loyer modique. Donc, il faut le souligner, il y a des fonds avec cette initiative de logement, avec 2 initiatives de logement communautaire qui ont permis d'améliorer les conditions de logement de personnes vivant déjà dans des logements sociaux.
Donc, en résumé, les réponses fédérales ont servi soit de l'aide financière individuelle, desquelles on est plutôt critique, je vais revenir quand on parlera de Québec, soit la construction de logements privés généralement trop chers, ce qui a été finalement critiqué par le directeur parlementaire du budget, vérificateur général et plusieurs autres, parce que tous ces milliards-là, finalement, oui, ont permis de construire des logements, mais n'ont pas permis de s'adresser à ces ménages locataires ayant des besoins impérieux de logement ou à ceux et celles en situation d'itinérance, finalement, qu'on voulait sortir de la rue. Je vais conclure sur une note positive. Quand même, une des mesures qui a permis d'avoir un petit peu de concret dans cette stratégie-là, c'est le fonds d'accélération pour la construction de logements. Vous avez peut-être entendu parler, là, lors du sommet des municipalités, on parlait de 900 millions, en fait, qu'on attendait d'Ottawa. Donc, c'est une somme de 1,8 milliard qui, elle, a été annoncée plus tard dans cette stratégie fédérale sur le logement, qui était une nouvelle annonce, qui a été faite en 2023, si ma mémoire est bonne, et qui a permis, là, au Québec, dans le fond, d'annoncer 8 000 nouveaux logements sociaux et abordables dans sa mise à jour économique de 2023. Maintenant, il me reste déjà juste 5 minutes. Je vais vous parler du gouvernement du Québec. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on avait des signaux sur la crise du logement bien avant la pénurie qui a débuté en 2018 à l'arrivée de la CAQ. Les besoins étaient connus et le nombre de ménages locataires qui consacraient plus de 30 % de leurs revenus pour se loger au Québec lors du dernier recensement, au moment où plusieurs recevaient de la PCU, là, ce qui a finalement aussi eu un effet sur les données du dernier recensement. Il y avait 373 000 ménages locataires au Québec qui payaient déjà trop cher pour se loger et avec un revenu médian annuel de moins de 25 000 donc, malgré cela, malgré de nombreux mémoires, a fallu attendre en 2022 pour que le gouvernement du Québec, lui, reconnaisse la crise du logement. Donc, bien avant cette crise actuelle, on avait des trous bien identifiés dans les lois. Il en a été mention rapidement ce matin pour protéger adéquatement le parc locatif, mais aussi l'abordabilité des logements et les locataires qui y habitaient. Des locataires parmi les plus vulnérables qui payaient des loyers peu élevés, notamment des aînés, ont été évincés et se retrouvent aujourd'hui en situation d'itinérance. Depuis très longtemps, il n'y avait plus de programme de résidence étudiante. C'est important de le rappeler. C'est un enjeu, entre autres dans les villes étudiantes où la crise du logement sévit. Des milliers de locataires à faible revenu étaient déjà inscrits et admissibles sur une liste d'attente, dont on ne parle pas de personnes à statut migratoire précaire qui ne sont pas admissibles. Et on avait un retard accumulé dans la livraison des logements sociaux budgétés depuis des années. Un problème dont on n'est pas encore sorti. Et ça fait évidemment quelques années déjà que les banques alimentaires signalaient la hausse des demandes liées à la cherté des logements. Donc, avec la hausse des dernières années, les plus pauvres font face à un mur, on en a amplement parlé. Les locataires avec des revenus modestes ou moyens ont grugé leur épargne et dans les ACEF, vous en avez parlé ce matin, on voit maintenant des locataires qui n'auraient jamais pensé être victimes de cette nouvelle insécurité résidentielle, être victimes d'une éviction ou finalement ne pas savoir comment absorber sa hausse de 10 % finalement de loyer qui s'en vient, comme c'est le cas ces jours-ci. Vous avez sûrement de nombreux appels comme nous au Frappru, comme dans les comités logement, des gens qui paniquent après avoir reçu leur nouvelle hausse de loyer qui vient s'ajouter à celle des dernières années. Donc, pour plusieurs, et en fait, c'est même plus c'est la nourriture, c'est Internet qui saute, c'est les médicaments, c'est la bouffe. Pour d'autres, ben, c'est juste des choix de vie, en fait, qui doivent sauter, des retours aux études, des séparations, finalement, des gens qui décident de ne pas se séparer parce qu'il n'y a pas de logement, des femmes victimes de violences conjugales, on le sait, qui n'osent pas quitter un conjoint violent. Et pourtant, on ne devrait pas être gêné non plus de se dire que ça a des conséquences sur des loisirs, le fait de pouvoir s'offrir un livre à nos enfants, offrir des petites vacances tous les étés. La presse nous fait maintenant un topo sur ces familles qui font des vacances à Montréal à coût zéro, mais c'est finalement la vie au complet de trop de locataires qui est affectée par cette crise-là. Donc, ce qu'on nous a présenté comme réponse à la crise du côté de Québec, ça va être très court. Bon, on a eu, c'est arrivé, la reconnaissance est arrivée tard, donc la réponse est arrivée tard aussi. D'abord, il y a une bonification temporaire de l'allocation logement.
suite à une entente avec le fédéral. Donc, le fédéral a mis de l'argent. Fait que là, depuis des années qu'on demandait une bonification de l'allocation logement qui était en moyenne de 55 $. Et là, finalement, ça a été bonifié. Là, ça peut atteindre 170 $, mais c'est entre 100 et 170. Et là, on apprend, dans le dernier budget, on voyait que finalement, c'était temporaire, cette bonification-là. Donc, est-ce que, je ne sais pas jusqu'à quand. J'ai fait des petits calculs avec la hausse du loyer accordé par le TAL depuis l'annonce de l'allocation logement et juste les hausses de loyer depuis l'annonce de l'allocation logement ont dépassé le montant de la bonification de l'allocation logement. Donc, tu sais, cette aide-là financière individuelle qui soulage probablement les gens qui la reçoivent, actuellement, elle n'empêche pas vraiment les gens de s'appauvrir. Ça va directement dans les poches des propriétaires, mais même si c'est les relocataires qui la reçoivent, ça comble à peine la hausse des loyers. Hein? Donc, sans contrôle obligatoire des loyers, c'est un peu comme de l'argent jeté par les fenêtres. Une autre mesure, c'est on a financé des services d'aide à la recherche de logement. Je sais que certains ACF contribuent là, à ces services d'aide-là dans leur municipalité. Donc, enfin, le gouvernement a dit on va financer les services d'aide à la recherche de logement pour les gens qui se retrouvent sans logis. Mais on s'entend que c'est un plaster sur le bobo. Tu peux appeler quelque part, on te donne une liste de logements à louer, mais quand il n'y a pas de logement que tu peux te payer, t'es sauvé de rien. Hein? On a aussi investi enfin dans le logement social et abordable, parce que depuis l'arrivée de la CAQ, il y avait eu 500 nouvelles unités financées seulement. Ça coïncidait avec un virage vers l'abordable sur lequel je ne pourrais pas m'étirer, mais il y a eu un réinvestissement, là, le plus gros est celui-là de 8 000, qui est pratiquement qu'on avait vu juste une fois finalement depuis le retrait du gouvernement fédéral, 8 000 unités par année, mais malheureusement, il n'y a toujours pas de prévisibilité. Donc, on continue de mettre des investissements. On a mis un petit peu d'argent dans le logement social et abordable. On a changé le programme qui ne marche toujours pas. Puis, on a commencé à dire ces unités-là, on va les octroyer, dans le fond, par décrets gouvernementaux. Fait qu'on choisit un peu avec qui on veut traiter, puis on donne des unités. Mais il n'y a pas eu d'appel public de projet depuis juin 2023. Donc, avant l'annonce de ces 8 000 unités-là. Donc, on navigue un peu à vue dans la gestion, finalement, des unités de logement social et abordable, ce qui fait une différence pour les communautés dans lesquelles vous êtes, où les gens se mobilisaient pour mettre sur pied des projets, entre autres. Mais là, actuellement, c'est extrêmement difficile parce que, finalement, il faut attendre un appel de projet dans le cadre du nouveau programme d'habitation abordable. Et, finalement, il y a une nouvelle approche là, qui favorise à la pièce certains développeurs, incluant du privé. Mais quand même, il y a eu un nombre d'unités important. Et ce qui est important de dire, c'est qu'on n'a plus de garantie d'accès. Avec ce nouveau virage vers l'abordable, il y a peu de garantie d'accès pour les ménages à faible revenu les plus vulnérables. À peu près au même moment, on a fusionné le programme de PSL, le supplément au loyer, okay, qui était, avant, il y avait quelques unités dans le privé, puis les suppléments au loyer dans l'ancien programme de logement social et communautaire, Accès Logis, étaient intégrés dans le programme, ce qui fait que chaque projet devait avoir un minimum, dans le fond, de logements subventionnés. Là, maintenant, il n'y a plus cette garantie-là. Donc, ça rend les choses difficiles, en particulier pour certains projets. Entre autres, je pense à un projet pour, comme qui ont besoin de PSL, qui voudraient faire 100 % de logements subventionnés. Bien, ça rend extrêmement difficile la mise sur pied de projets. Donc, on est dans un nouveau contexte où on n'a pas véritablement de programme de logement abordable qui nous garantirait de protéger les ménages les plus vulnérables. On a un nouveau mode d'octroi des fonds publics problématique. Pas de contrôle démocratique garanti, la pérennité même est questionnable. Et ces unités-là dont on nous parle aujourd'hui, on n'a pas la garantie qu'elles vont répondre aux mêmes besoins auxquels le logement social et communautaire répondait auparavant. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes pour les ménages les plus vulnérables dont on parle depuis ce matin. En conclusion, je dirais que pour le logement, comme pour l'itinérance, il aurait fallu agir en amont. Hein? Même chose là, pour la politique de lutte à la pauvreté, la politique de lutte à l'itinérance. C'est très clair depuis longtemps qu'il faut se baser sur le respect de droits fondamentaux, le droit à un revenu suffisant, le droit au logement. Donc, le logement social en nombre suffisant permettrait, dans le fond, est un facteur de protection contre les crises.
crise sanitaire, crise climatique, crise du logement qu'on vit, la crise de l'itinérance. Actuellement, ce qu'on voit, c'est que ce manque de logements sociaux-là, qui est aussi, dont j'ai très peu parlé du marché privé, mais qui coexiste avec l'insuffisance de contrôle du marché privé, fait en sorte que les locataires sont abandonnés finalement face à ces loyers de plus en plus chers et qu'on peut craindre là, des cas de non-paiement qui vont aller en hausse, mais devant un non-paiement, il n'y a pas de solution, tu es évincé, puis là, ben, tu n'as pas de filet social où aller. Donc, on est vraiment actuellement à la croisée des chemins. Il faut agir à tous les niveaux avec des mesures structurantes fortes. Et c'est ça qui a manqué jusqu'ici, c'est des mesures réellement structurantes qui vont avoir un effet, puis il faut le prévoir dans le temps aussi pour s'assurer finalement qu'on va le reconstruire, ce filet-là, puis que ce parc de logement social-là va servir comme rempart, tout comme les 169 000 logements sociaux qu'on a déjà agissent aujourd'hui comme rempart dans nos quartiers. Je pense à tous les gens qui peuvent aujourd'hui demeurer dans Villeray, dans Saint-Henri, dans Hochelaga-Maisonneuve, dans les quartiers centraux de Québec, grâce à leur logement social, à ces logements-là qui sont dans des endroits aujourd'hui où il y a beaucoup de spéculation qui permettent finalement d'agir comme un frein. Mais c'est sûr que ces logements-là, c'est un patrimoine collectif majeur. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez. Alors, tout à l'heure, on parlait d'avoir un plan. Qui nous a parlé ce matin de dire, bien, ça prend un plan. Nous aussi, on veut un plan, puis on en a un. Hein? C'est qu'on dit qu'il faut travailler pour faire progresser la part du logement social sous toutes ses formes, pour que d'ici 15 ans, au lieu d'être 11 % du parc de logements locatifs, ce soit 20 % puis qu'on réponde à une diversité de besoins, mais qu'on n'oublie pas les plus vulnérables. Parce qu'actuellement, beaucoup de gens nous parlent d'atteindre 20 % mais voudraient qu'on réponde en premier à ceux qui peuvent payer des loyers dits abordables, plus chers. Mais là, aujourd'hui, on parle de personnes qui sont les plus vulnérables, puis c'est celles-là qu'on a négligées pendant trop longtemps. Alors, pour répondre à ces besoins-là, c'est sûr que ça va coûter plus cher et que ça prend des investissements gouvernementaux avec des programmes et des balises qui vont nous donner ces garanties-là. Je conclurai en disant que dans un contexte de rigueur budgétaire et de privatisation de l'aide au logement auquel on a assisté, bien, il faut justement résister à cette tentative-là, à cet appel du pied, peut-être, du ministère des Finances, d'en faire plus avec moins. On veut toujours en faire plus avec moins, mais il faut s'assurer que les besoins des plus vulnérables ne seront pas, encore une fois, écartés. Voilà. Je viens de voir que je suis 5 minutes over. Je suis désolée, Maxime. On peut prendre 2 ou 3 questions. Je suis allée en surface là, sur les réponses gouvernementales. Alors, si vous avez un dada particulier, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions pour Véronique Laflamme? Hein? Pas de questions? Bonjour, Alexandre Dumont du Centre d'intervention budgétaire et sociale de la Mauricie. Moi, j'avais une question d'un enjeu qui a déjà été soulevé une autre fois au niveau de l'Union des consommateurs, mais c'était comment créer des politiques qui ne favorisent pas l'enrichissement des propriétaires. Parce que justement, on en a parlé, puis là, tu parlais justement de l'idée de subventionner un peu tous les logements. Puis là, je pense pas être le seul à avoir un dégoût à l'idée d'une augmentation des prix puis de l'enrichissement des propriétaires dans un libre marché comme ça. Mais concrètement, mis à part la construction massive, parce qu'il va y avoir des solutions qu'il va falloir mettre en branle rapidement, puis on ne peut pas nécessairement attendre la construction pendant 15 ans de logement. Aviez-vous justement des solutions face à ça à parler? Bien, tout à fait. Je vais juste commencer d'abord par dire un mot sur la Mauricie. Je suis contente que tu poses la question parce que je pense aussi que dans toute cette discussion-là, il faut garder en tête qu'il y a des régions où les locataires sont beaucoup plus pauvres que dans l'ensemble du Québec et la Mauricie est une de ces régions-là. Je pourrais parler du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay et les locataires ont en moyenne 12 000 $ de revenus plus bas que l'ensemble de la province. Et actuellement, dans des régions comme la Mauricie, on voit vraiment l'inabordabilité qui arrive, alors qu'il n'y a pas longtemps, dans chaque rapport sur le marché locatif, on nous disait que Trois-Rivières et Saguenay étaient les villes les moins chères au Québec. Là, puis, donc,
il y a un enjeu majeur parce qu'actuellement, ces villes-là, ces régions-là vivent une pénurie majeure et on voit les prix exploser de façon importante. Puis on voit cette fameuse courbe là, du parc de logements locatifs encore abordables qui s'effrite, s'en venir à vitesse grand V, mais il y a des locataires qui vont vivre les impacts de façon particulièrement dramatique et ça se voit là, quand on regarde les statistiques aussi là, autour de la période de déménagement. Sur la question, mais sur l'enrichissement, c'est exactement le cœur de notre argumentaire actuellement. C'est ce qu'on a défendu au ministère des Finances la semaine dernière à Québec. On ne peut pas penser qu'on va se sortir de cette crise-là, qui n'en est pas juste une rareté, mais d'inabordabilité, si on ne mise que sur l'augmentation de l'offre, puis qu'on finance n'importe quoi en disant que de toute façon, ça va permettre d'augmenter l'offre. Puis on nous parle beaucoup là, du fameux effet de ruissellement, effet domino, effet de percolation. Et c'est donc bien magique cette affaire-là. Quelqu'un, même si on finance avec les fonds publics un logement à 3 000 $, de toute façon, la personne va quitter un logement pour y aller. Puis magiquement, le logement que cette personne-là va quitter va être un logement abordable. Et là, donc, ça va permettre à quelqu'un qui a moins d'argent de vivre dans ce logement-là qui est abordable parce qu'il est plus vieux probablement. Alors que, rappelons-le, les hausses de loyers se produisent beaucoup au changement de locataire, qu'on n'a pas de registre des loyers, etc. Bref, nous, on dit que les fonds publics ne devraient pas servir à financer des projets privés parce qu'on ne touche pas les profits à la revente de ces immeubles-là. Alors, c'est tellement rare, ils sont tellement rares, les fonds publics destinés au logement, qui devraient être concentrés à toutes les échelles, autant auprès des villes que du Québec que du fédéral. Il faut que les fonds publics servent d'abord à venir grossir ce parc-là, qui est sans but lucratif, pour que ça demeure finalement dans notre patrimoine. Il faut le traiter comme des infrastructures publiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher de participer à l'enrichissement? 3 choses, là. La première, cesser ces programmes-là qui financent finalement les promoteurs privés et qui n'ont pas... Mettons qu'on voulait financer les promoteurs privés, on pourrait-tu ne pas leur demander d'avoir juste 30 % de logements dits abordables à 2 000 $ qui viennent tirer vers le haut tous les loyers? On continue de faire ça. 2, les fameux suppléments au loyer, là. Puis là, je vous dis ça, vous irez voir sur notre page Facebook. À Québec, aujourd'hui, là, un promoteur immobilier se fait accorder un projet de 400 logements avec 20 logements avec PSL, puis ils nous disent que c'est du logement social. Là, on est en train, les promoteurs commencent à nous dire qu'un logement subventionné pour les plus pauvres est un logement social. Non. Hein? Là, on est en train de nous dire que si tu as une subvention au loyer dans un logement privé, c'est un logement social. Ben non, c'est pour quelques années. Dans ce cas-là, on parle de 5 ans. Puis, c'est une subvention que l'État et la Ville payent. Donc, pour que le locataire dans un logement privé paye 25 % de son revenu, comme dans une habitation à loyer modique ou un autre logement social subventionné. C'est sûr que ça va aider la personne qui va avoir accès à ça. Mais je ne suis pas sûre, moi, que j'aurais le goût d'être une des 20 personnes sur 400 d'un projet complètement inabordable. Mais bon, ensuite de ça, 2, c'est beaucoup d'argent parce que là, maintenant, actuellement, avec le taux d'inoccupation qu'on a, c'est 150 % du loyer médian que ton loyer peut atteindre. Puis c'est le gouvernement qui paye, mais il n'y a rien qui nous revient comme société. Donc ça contribue à l'enrichissement des promoteurs privés. Selon nous, les PSL, eux aussi, sont très rares et il faudrait qu'on les réserve d'abord au logement social et communautaire. Puis troisièmement, un vrai contrôle des loyers. Puis revoir la méthode de calcul, parce qu'actuellement, il y a quasiment un enrichissement automatique avec la méthode de calcul, et là, les gens qui ne pouvaient déjà plus, on a entendu tout à l'heure M. Ouimet sur les statistiques de gens là, qui étaient endettés, qui étaient 4 sur 10 qui étaient locataires. Les gens, là, ils ne pourront pas payer les hausses qui s'en viennent, et là, il n'y a rien qui les attend. Donc, il faut absolument qu'on s'attaque à cette question-là du prix des loyers, puis qu'on donne les outils minimalement de faire respecter les protections législatives comme la section G du bail. Voilà. Merci beaucoup, Véronique Laflamme.